Le dossier numéro 3 nous ouvre ses bras. Nous allons lire ensemble l'énoncé de ce dossier numéro 3 qui est Madame Iboni, 46 ans, qui se présente ce soir aux urgences ophtalmologiques car elle voit double depuis cet après-midi. C'est ce qu'on appelle une diplopie, c'est le fait de voir deux objets alors qu'il n'y en a qu'un. La patiente est diabétique de type 1 depuis l'âge de 20 ans et traitée par insuline et elle est bien équilibrée. Donc voilà, hormis un diabète, rien de spécial, mais elle voit double. Première question, de manière générale, dans le cadre d'une diplopie, quelles sont les 3 urgences à éliminer en priorité? Comment les recherchez-vous à l'interrogatoire et à l'examen clinique? Il faut savoir, devant une diplopie qui se présente, il faut tout de suite éliminer ces 3 urgences. Lesquelles? Les 3 urgences sont l'anévrisme carotidien en voie de rupture qui comprime le nerf 3. Deuxièmement, la maladie de Horton. Et troisièmement, l'hypertension intracrânienne. Voilà les 3 urgences qu'il faut avoir en tête et à rechercher et donc à éliminer. Je recommence par l'anévrisme de la carotide. L'anévrisme, la perte de parallélisme des parois d'un vaisseau, notamment au niveau de la carotide, au niveau du polygone de Willis. Ça peut toucher surtout l'artère communicante postérieure. Et cette localisation très particulière de cet anévrisme peut comprimer le nerf 3. Le nerf 3, c'est à cet endroit-là, si jamais l'anévrisme de la carotide comprime le nerf 3, eh bien il va le comprimer dans toutes ses portions. Je vous rappelle que le nerf oculomoteur 3 innerve différents muscles, aussi bien des muscles qui sont à l'extérieur de l'œil, qui sont amarrés à l'œil. Je parle par exemple du nerf droit sup, du nerf droit inf, du nerf droit interne et du petit oblique, que aussi bien les muscles qui sont à l'intérieur de l'œil, qu'on appelle les muscles intrinsèques, qui sont les muscles de l'accommodation, et le sphincter de la pupille. Donc il y a des muscles extrinsèques et des muscles intrinsèques. Eh bien, si jamais on a un anévrisme au niveau de la communicante postérieure, dans le polygone de Willis, et qui comprime le 3, il peut comprimer le 3 dans toutes ses portions intrinsèques et extrinsèques, et provoquer une paralysie totale du nerf 3, aussi bien extrinsèque, avec une paralysie de l'oculomotricité de l'œil et un ptosis, oui, parce que j'ai oublié de vous dire que le nerf 3 innerve également le muscle releveur de la paupière, donc il peut provoquer une paralysie de l'œil oculomotrice et un ptosis, et provoquer une paralysie intrinsèque, donc des muscles à l'intérieur de l'œil, avec une mydriase réactive à cause du sphincter de la pupille qui ne marcherait plus, et une paralysie de l'accommodation du 3, accompagnée de violentes douleurs rétro-orbitaires. Voilà les signes cliniques d'un anévrisme carotidien en voie de rupture qui comprime le nerf 3. Donc il va falloir tester d'emblée. Si un patient qui dit qu'il voit double, vous cherchez une paralysie oculomotrice en faisant bouger ses yeux. Et si en plus d'une paralysie oculomotrice, vous avez une mydriase lors du réflexe photomoteur, eh bien vous dites, boum, j'ai une paralysie extrinsèque et une paralysie intrinsèque. Ça, associé à une diplopie, tout de suite, je dois penser à l'anévrisme de la carotide. Je veux que ce soit le message d'aujourd'hui. Si on recherche, en plus d'une diplopie, une paralysie extrinsèque et intrinsèque égale anévrisme de la carotide jusqu'à preuve du contraire. Deuxième urgence à éliminer, on a dit que c'était la maladie de Horton. Voilà, la maladie de Horton, vous la connaissez, vous la ferez aussi bien en conférence de rhumatologie qu'en neuro. C'est le sujet âgé, céphalée fronto-orbitaire, hyperesthésie du cuir chevelu, claudication intermittente de la mâchoire, artère temporale indurée et douloureuse. On peut avoir une noïa et une OACR qu'on va voir plus tard dans les dossiers suivants. L'hypertension intracrânienne est la 3e urgence à éliminer, avec les 4 signes cardinaux de l'hypertension intracrânienne, que sont la céphalée, dans la nuit au réveil en casque et diffuse, les vomissements en G, qui soulagent les céphalées, les troubles visuels, comme par exemple les éclipses visuelles, et enfin les troubles de la conscience. Voilà les 3 urgences à éliminer pour la question 1. Pour la question 2, la patiente se plaint en réalité de violentes douleurs orbitaires et vous retrouvez à l'examen clinique une paralysie du 3, du nerf oculomoteur 3. Quels sont les muscles innervés par le nerf crânien 3?
Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, ce que je voulais comme réponse de ce dossier, ce n'était pas que vous me disiez le droit sub, le droit inf. Je voulais que vous me sépariez les muscles extrinsèques des muscles intrinsèques. C'est ça que je voulais, car pour une fois, on a vraiment l'anatomie qui est complètement, directement reliée à la sémiologie, qui elle-même est complètement reliée à la pathologie. On a des muscles intrinsèques et des muscles extrinsèques. On peut avoir une paralysie intrinsèque et extrinsèque. Et en cas d'association des deux, eh bien, on évoquera l'anévrisme. C'est pour ça que dans cette question d'anatomie, vous savez que les questions d'anatomie sont à l'ordre du jour à l'ENC, eh bien, il fallait bien séparer ces deux paquets de muscles. Les muscles extrinsèques, c'est les muscles qui sont à l'extérieur de l'œil, qui sont attachés à la sclère, comme le droit sub, droit inf, droit médial, oblique inférieur, et également le muscle releveur de la paupière, alors que les muscles intrinsèques, ce sont les muscles qui sont à l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire le sphincter de la pupille, qui va provoquer un myosis si on éclaire l'œil dans le réflexe automoteur, et les muscles de l'accommodation. Voilà, donc sur ceux qui mettaient extrinsèques et intrinsèques, vous aviez 10 points. Question numéro 3. Quel diagnostic étiologique devez-vous évoquer ici en priorité et quelle en est la principale complication? On a diplopie, douleur orbitaire, paralysie du nerf 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, il faut tout de suite évoquer en priorité l'anévrisme carotidien en voie de rupture qui comprimerait le nerf 3 jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Le principal risque de cet anévrisme en voie de rupture, c'est bien sûr la rupture, enfin, ça on le sait. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette rupture? Eh bien, c'est que si jamais on a une rupture de l'anévrisme de l'artère carotide, eh bien, on aura une hémorragie méningée. Souvent, les étudiants en conférence me disent AVC hémorragique. Eh bien non, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'AVC hémorragique, c'est synonyme d'hématome intracérébral, c'est-à-dire qu'on a un hématome dans le parenchyme. Or, les gros vaisseaux cérébraux, comme l'artère carotide interne, ne sont pas dans le parenchyme, ils sont dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc en cas de rupture d'un anévrisme de la carotide interne, on aura du sang dans l'espace sous-arachnoïdien, c'est-à-dire une hémorragie méningée. Je vous rappelle, et vous le verrez en neuro, que les AVC hémorragiques, les hématomes intracérébraux, sont dus en fait à des anévrismes qui rompent des artérioles perforantes, les fameux artérioles perforantes de Charcot et Bouchard, qui pénètrent dans le parenchyme, ce sont des toutes petites artérioles. Et si jamais elles pètent, eh bien oui, là, il y aura un hématome dans le parenchyme. Mais ce qui concerne les gros vaisseaux du cou, si elles pètent, eh bien sûr, ce sera une hémorragie méningée. Question numéro 4. Quelle sera alors votre démarche diagnostique? Pour faire le diagnostic d'un anévrisme carotidien, qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, pour faire le diagnostic d'un anévrisme, comme c'est une anomalie des vaisseaux, il faut demander des examens d'imagerie des vaisseaux. C'est-à-dire soit angio-IRM, soit angioscanner, ou soit artériographie carotidienne. L'une des trois était acceptée, 10 points pour l'un des trois, mais il faut bien comprendre que si vous marquez scanner cérébral ou IRM cérébral, c'est 0. Parce que l'IRM et le scanner, c'est des examens des tissus mous. Moi, je veux des examens des vaisseaux. Même si vous faites un examen d'un scanner ou une IRM injectée, on aura juste la prise de contraste de ces tissus. Ce que je veux, là, c'est un examen des vaisseaux à la recherche d'un anévrisme, une anomalie de ces vaisseaux. Alors l'angio-IRM, l'angio-scanner, c'est très bien, mais ce sont des examens qui sont moins sensibles que l'artériographie carotidienne, qui est un examen beaucoup plus invasif, mais beaucoup plus sensible, notamment pour les petits anévrismes. Question 5, votre hypothèse se confirme. Quelle est alors votre attitude thérapeutique? Si jamais vous suspectez un anévrisme, je dirais, et que vous êtes en ophtalmo, c'est pas à vous de demander l'IRM ou l'angio-IRM, pardon. Si vous suspectez un anévrisme cliniquement, il faut tout de suite baser le patient ailleurs, c'est-à-dire en neurochirurgie, en urgence neurochirurgicale, en grande garde de neurochir,
en transfert en SAMU, en neurochir. C'est ça la philosophie de ce dossier. C'est pour ça que ce dossier il est vraiment tombable à l'ENC. C'est-à-dire que le patient, il arrive en ophtalmo pour une vision double, et le patient il repart en SAMU, en neurochir, car c'est bien plus grave que ce que le patient croyait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est la multidisciplinarité, la transversalité, c'est l'ENC. On commence en ophtalmo, et ensuite, avec la collaboration du neurochir, on l'envoie en neurochir et il sera peut-être même traité en neuroradiologie. Vous voyez, là, c'est vraiment toutes les spécialités qui se tiennent la main pour le patient. Il faut bien comprendre ça. Donc, je dirais même, n'attendez pas de faire l'angio IRM quand vous êtes en ophtalmo pour envoyer le patient en neurochir. Le traitement sera neurochirurgical ou neuroradiologique. En fonction de l'indication, c'est évidemment pas vous qui poserez l'indication. Question numéro 6, de manière générale, dans les diplopies, dans la question de diplopie, quel est le meilleur examen complémentaire ophtalmologique pour explorer une diplopie et dans quel délai le demandez-vous dans ce cas précis? Eh bien, de manière générale, c'est le test de Hess-Lancaster. Le test de Hess-Lancaster, c'est un test où on fait dessiner au patient un carré. Et en fait, le patient va dessiner deux carrés, un carré pour l'œil droit et un carré pour l'œil gauche. Et avec la taille et la déformation de ce carré, on pourra localiser exactement dans quel champ d'action, dans quelle direction du regard le patient a une limitation. Ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce à ça, trouver quels sont les muscles qui sont paralysés et donc, avec les muscles, savoir quels sont les nerfs qui sont touchés. Donc ça va nous permettre de dire, ah bah c'est le droit inférieur, le droit supérieur, et dire, ah bah donc c'est plutôt une paralysie du nerf 6. Ça c'est le test de Hess-Lancaster qui nous permet de localiser les muscles touchés. Mais là, dans ce cas précis, quel est l'intérêt de savoir qu'on a le droit supérieur, le droit inférieur qui est touché, alors que le patient il a un anévrisme de la carotide qui peut peut-être rompre d'un moment à l'autre? Eh bien, on demandera sans urgence cet examen, et je dirais même que cet examen n'a aucun intérêt, à savoir qu'il y a le droit interne ou le droit inférieur qui est touché. On s'en fiche royalement, ça ne changera rien au traitement. Voilà, donc là c'est 5 points pour Hess-Lancaster et 5 points pour sans urgence, c'est-à-dire même aucun intérêt. Question numéro 7, quels sont les diagnostics différentiels de diplopie douloureuse? Cette question, c'est une question de cours qui figure quand même dans le polycopier national du COUF, donc il faut le savoir. Eh bien, les diagnostics différentiels, principalement, je dirais qu'il y en a deux à retenir. C'est la maladie de Horton et le diabète. 5 points pour chaque. Les autres sont un peu moins à retenir. Enfin, il y a quand même la fistule artério-veineuse qui est à savoir. La migraine ophtalmoplégique, on peut avoir une migraine qui est accompagnée d'une diplopie. Et le syndrome de Tolosa-Hunt, je sais que les étudiants sont toujours très friands des syndromes compliqués avec des noms propres, Fitz-Curtis, Ficien-Gé-Leroy-Reiter, Marchia-Fava-Bignami, Tolosa-Hunt. Vous pouvez le rajouter dans votre champ de connaissances, et franchement, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je ne vous dirai même pas ce que c'est volontairement, parce qu'il faut retenir surtout Horton et diabète. Mais je sais ce que c'est le Tolosa-Hunt. Question numéro 8. Quelle pourrait être l'autre étiologie plus bénigne et plus fréquente de diplopie chez cette patiente, chez Mme Iboni? Eh bien, et par quel mécanisme? Et enfin, quelle est l'atteinte oculomotrice la plus fréquente dans cette pathologie? Eh bien, Mme Iboni était une patiente diabétique. Eh bien, on peut tout à fait avoir le diabète. Le diabète, c'est très pourvoyeur de diplopie. C'est beaucoup moins grave, heureusement, qu'un anévrisme de la carotide. Le mécanisme d'atteinte, c'est la microangiopathie, c'est-à-dire une atteinte des petits vaisseaux, notamment qui vascularisent les nerfs, les muscles oculomoteurs. Et l'atteinte oculomotrice la plus fréquente, c'est l'atteinte du nerf 6, c'est-à-dire dans le regard latéral externe, du droit externe. Voilà. Pour finir, en conclusion, sur ce dossier archi-tombable à l'ENC, vraiment archi-tombable, eh bien, il faut retenir dans la question de diplopie 3 urgences, carotide, anévrisme, Horton et hypertension intracrânienne. Pour l'anévrisme, il faut savoir que c'est une paralysie du 3 totale, extrinsèque plus intrinsèque, qu'il faut demander une angio IRM ou une artério, et surtout envoyer le patient en neurochirurgie. Si vous savez ça, vous savez quasiment tout. Il faut rester très simple, mais ce dossier, vraiment, je vous le conseille. Voilà, c'était donc la question de l'item 304, diplopie. Voilà,
Nous en avons donc fini avec ce dossier. À tout à l'heure.